Bonjour, ici Kim Barrette, bienvenue à Carnivore.tv. Aujourd'hui, dans l'Ouest canadien, on vous fait découvrir une ville qui s'est développée grâce à sa population multiculturelle et pleine de vie. C'est avec grand bonheur que nous vous offrons de visiter plus en profondeur l'un des endroits les plus populaires en Amérique du Nord, la ville de Vancouver. Tout a commencé vers la fin du 18e siècle alors que les premiers explorateurs européens ont débuté la cartographie de la côte ouest. Ils ont également fait leur première visite dans un site qui allait devenir la ville de Vancouver. Tranquillement, de nombreuses vagues d'immigrants ont fait leur arrivée. On dénombrait plusieurs Américains, Européens et Asiatiques. C'est d'ailleurs à cause de cette immigration que l'on peut maintenant considérer Vancouver comme l'une des villes les plus multiculturelles du monde. La ville s'est ensuite rapidement développée. L'exploitation forestière et la construction du chemin de fer canadien-pacifique ont participé à l'accroissement économique de la ville. À partir du 20e siècle, la population a commencé à se diriger vers les banlieues, augmentant ainsi la superficie de Vancouver. De nos jours, on surnomme la ville de Vancouver Hollywood du Nord, puisqu'elle est devenue un endroit très recherché pour les productions cinématographiques américaines et canadiennes. Il est important de mentionner que Vancouver a été choisie comme l'une des capitales culturelles du Canada pour 2011. C'est la deuxième fois que la ville reçoit ce titre. Bref, la ville fêtera ses 125 ans en 2012. C'est tout au long de son histoire qu'elle aura réussi à se faire reconnaître internationalement et qu'elle représente aujourd'hui une grande richesse culturelle pour le Canada. La ville de Vancouver est reconnue pour ses nombreux quartiers, tous aussi différents et attrayants les uns que les autres. Le quartier de Davie Village est très divertissant. Son nom lui a été donné en l'honneur du premier politicien de Vancouver, Alexander Edmund Batson Davie, qui s'est affirmé publiquement comme un homosexuel. C'est suite à son décès que la première communauté gay a vu le jour. Aujourd'hui, cette destination unique regroupe des gens de tous les genres. Elle est reconnue pour ses discothèques et ses bars, ainsi que pour ses boutiques de mode totalement branchées. De plus, l'endroit est accessible pour tous les homosexuels qui désirent s'exprimer en toute liberté. C'est là qu'on retrouve parmi les seuls magasins, pharmacies et restaurants de la ville ouverts 24 heures sur 24. Le quartier de Granville, quant à lui, est une île qui a complètement changé. C'est l'un des réaménagements les plus réussis en Amérique du Nord. L'endroit est passé de quartier industriel à artistique. Au départ, son nom était Industrial Island et ceux qui y travaillaient œuvraient dans le domaine du bois, des mines, de la construction ou des agences maritimes. L'ère industrielle a atteint son apogée en 1930, puis, suite à la Deuxième Guerre mondiale, on assista au déclin de l'île. C'est par la suite que des plans d'avenir furent élaborés. On décida de changer complètement l'orientation de l'île, laissant ainsi place à des logements, des parcs et des lieux d'exposition publique. De nos jours, Granville Island est un espace écologique et accueillant, mais on peut toujours y voir des traces de son ancienne vie. Finalement, le quartier de Gastown est reconnu pour son horloge à vapeur. Au tout début, Gastown était une ville à part entière. En 1867, alors qu'elle venait de naître, la ville était la troisième plus grande au Canada. Puis en 1886, Gastown fut incorporé à la ville de Vancouver. Le quartier a aussi connu une période difficile, tout comme à Granville, lors de la période de la Grande Dépression. Mais grâce au courage de ses habitants, l'endroit a retrouvé son charme d'antan. En 1971, le gouvernement provincial a déclaré Gastown comme un lieu historique. Aujourd'hui, le quartier offre un merveilleux mélange de vieux et de jeunes qui plaît à tous les touristes. Vancouver est assurément l'endroit idéal en Colombie-Britannique pour tous les amateurs de sport. Au soccer, on retrouve les Whitecaps. Ils ont joué leur premier match le 5 mai 1974 contre les Earthquakes de San Jose. C'est le défenseur Neil Ellett qui a marqué le tout premier but dans l'histoire de l'équipe. Au cours des années, les Whitecaps ont changé de nom durant un certain temps pour s'appeler les Haiti Sixers. En 1979, l'équipe a gagné le championnat de la Ligue de soccer nord-américaine. Ils ont inauguré le BC Place Stadium 4 ans plus tard en tenant le premier événement sportif dans la nouvelle bâtisse. C'est là qu'ils ont affronté à quelques reprises l'Impact de Montréal. Plus tard, l'équipe annonçait son intention de construire un centre d'entraînement sur le campus de l'université Simon Fraser. Au football, on retrouve les Lions. C'est en 1953 que l'équipe est créée. Elle engage son premier entraîneur-chef, Anis Tukus. L'équipe commence sa toute nouvelle saison l'année suivante en inaugurant l'Empire Stadium. En 1964, les Lions remportent leur première Coupe Grey en gagnant contre Hamilton. Quelques années après, l'équipe démarre sa saison dans un autre stade, le BC Place Stadium, et bat un record de la Ligue canadienne de football en rassemblant plus de 41 000 spectateurs. En 1945, on crée une équipe de hockey nommée Canucks dans la ville de Vancouver.
L'équipe joue alors dans le Vancouver Forum. C'est seulement 25 ans plus tard que l'équipe fait son entrée dans la Ligue nationale de hockey. En 1982, 1994 et 2011, les Canucks atteignent la finale de la Coupe Stanley. Alors que l'équipe jouait dans le Pacific Coliseum suite à son expansion, elle déménage dans une autre aréna, le General Motors Place, aujourd'hui appelé le Rogers Arena. En outre, il est important de mentionner que Vancouver fut l'hôte des Jeux olympiques d'hiver de 2010. C'est du 12 au 28 février qu'ont eu lieu toutes les compétitions. On a pu y compter plus de 2500 athlètes et 80 pays participants. Il est essentiel de noter que c'est lors de ces Jeux qu'Alexandre Bilodeau, athlète dans la discipline du ski alpin, est devenu le premier Canadien à remporter une médaille d'or en terre canadienne. Avec la quantité de longs métrages réalisés à Vancouver, la ville se trouve au 3e rang des villes nord-américaines productrices de films, précédées par Los Angeles et New York. Chaque année, c'est plus de 200 films qui y sont tournés. C'est en 1980 que quelques studios hollywoodiens sont venus s'y installer après avoir été séduits par les décors naturels. Parmi les films les plus populaires filmés à Vancouver, il y a Les 4 Fantastiques. Les plateaux principaux qu'on peut y voir sont le Marine Building et le BC Place Stadium. Il y a aussi le film L'Exorciste d'Emily Rose, dont la majorité des scènes ont été tournées à l'Université de la Colombie-Britannique. La série des X-Men a été réalisée en partie au même endroit, ainsi qu'au Robson Square et à Chinatown. C'est aussi dans ce quartier qu'on peut reconnaître certains décors de la saga Twilight, puisque cette dernière a été entièrement filmée à Vancouver. À noter que depuis plus de 25 ans, la ville organise le Vancouver International Film Festival, qui est l'un des plus grands événements culturels au Canada. Nous consacrerons donc l'émission d'aujourd'hui à vous en montrer davantage sur Vancouver, afin de mieux comprendre pourquoi elle a reçu le titre de capitale culturelle pour 2011. Premièrement, Catherine Bocage nous fera découvrir un art ancestral, soit celui des Premières Nations. Deuxièmement, Simon Véronneau nous montrera les dessous des métiers reliés au cinéma. Et troisièmement, Annick Demers nous expliquera le fonctionnement d'un journal francophone dans un milieu anglophone.